Comment trouver ses 1000 vrais fans sur YouTube en 2025? On le sait, c'est plus un secret, YouTube c'est le nouvel Eldorado. Tous les grands entrepreneurs s'y mettent, mais le problème c'est que c'est aussi la plateforme qui a la plus grosse barrière à l'entrée. Et le problème là derrière, c'est que nous, tous les gens qu'on va voir, c'est soit des entrepreneurs extrêmement avancés, soit des créateurs de contenu qui font des centaines de milliers de vues et qui font des productions extrêmement complexes. Et nous, ça peut nous rebuter un petit peu d'aller sur la plateforme. Pourtant, dans l'ombre, il y a plein de petits créateurs qui sont complètement sous les radars, qui vont avoir des audiences de 1000, 5000, 10 000 personnes, mais extrêmement qualifiées, qui les suivent précisément pour leur expertise et puis même pour qui ils sont et qui vont devenir clients ensuite. Donc imaginez, si vous avez 1000 personnes qui vous écoutent une fois par semaine et qui découvrent vos offres, si vous vendez derrière des offres un petit peu high ticket, donc à 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, ça peut être très vite très intéressant d'un point de vue business et puis aussi d'un point de vue personnel pour pouvoir toucher des milliers de personnes à la fois au lieu de faire du one-to-one en prospection ou alors de le faire via de la publicité en ayant des coûts publicitaires qui augmentent sans cesse. Seulement voilà, YouTube c'est la plateforme avec la plus haute barrière à l'entrée. Et donc là dans cette vidéo, on va voir justement comment trouver ces 1000 vrais fans sur YouTube en 2025 sans copier les stratégies des gros qui sont trop compliquées pour nous, mais en ayant une approche un petit peu minimaliste, un peu entrepreneur, un peu 80-20 pour le faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui suis-je pour vous partager tout ça? J'ai une agence YouTube avec laquelle on aide les entrepreneurs à développer leur audience sur YouTube, des petites audiences très qualifiées. On a aidé des dizaines d'entrepreneurs à le faire dans toutes les niches, que ce soit des prestataires de services ou des gens qui vendent de la formation, de l'accompagnement, comme par exemple Jeremy Coleman, qu'on a aidé de passer de 5000 à 20 000 abonnés et avoir une chaîne qui rapporte à peu près 25 000 euros de vente tous les mois, ou alors encore des dizaines d'autres, dont ma propre chaîne. Ce que je vais vous partager, ça vient de retour d'expérience terrain, et on va commencer tout de suite. Pour le faire, on va passer par ces 3 étapes. La première étape, ça va être de poser les bases de votre chaîne. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de créer l'identité de la chaîne qui va permettre, d'une part, de plus faire des vidéos au hasard, de plus faire des nœuds au cerveau à chaque nouvelle vidéo de comment on doit aborder le sujet, quelle est la cible, comment on fait nos appels à action. Et puis aussi, surtout, ne pas tomber dans l'audience friend zone, c'est-à-dire faire plein de vues comme un influenceur, mais en fait, que ça ne rapporte rien derrière. Et c'est aussi là qu'on va définir un petit peu l'identité de la chaîne pour justement que notre chaîne devienne unique et ne soit pas en fait en concurrence avec toutes les autres chaînes du marché. On en parlera juste après. La deuxième étape, ça va être de trouver les meilleurs sujets pour vos prochaines vidéos. On le sait, sur YouTube, tout le monde le dit, ok, il faut des bons titres, des bonnes miniatures, etc. C'est de ça que va découler le succès des vidéos. En fait, la réalité, c'est que 80% du succès de votre vidéo est prédéterminé avant même que vous n'allumiez votre caméra, au moment où l'angle de la vidéo et le titre et la miniature qui en découlent ont été figés. Donc là, on va voir justement comment trouver des angles winners pour investir notre énergie tout de suite sur des vidéos qui ont le plus haut potentiel et puis pour en finir avec le fait de faire nos vidéos et puis choisir le titre et la miniature à l'arrache à la fin, 5 minutes avant d'upload, alors que c'est l'étape la plus critique du process. Et la troisième étape qu'on va voir, c'est on va directement voir comment créer les 10 prochaines vidéos qui vont tout changer pour vous, même si en fait vous n'y connaissez rien en technique et même si vous n'avez que quelques heures par semaine max à y consacrer. Parce qu'encore une fois, on est entrepreneur qui utilisons YouTube, on n'est pas là pour devenir youtubeur full-time. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour qui est faite cette vidéo? Cette vidéo, elle est faite pour vous si vous êtes dans l'un des 3 cas de figure suivants. Le premier cas de figure, c'est ok, vous êtes un peu nouveau dans le YouTube space, vous avez besoin des bases, vous avez besoin d'apprendre, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour commencer votre chaîne dès la fin de cette vidéo. Le deuxième cas de figure, c'est vous êtes dans le cas d'infobésité, vous consommez, vous avez appris plein de trucs, vous avez déjà peut-être pris des formations, etc. Mais vous avez un sujet de passage à l'action. Là, cette vidéo, dans ce cas, vous donnera la roadmap et le petit coup de boost pour mettre en action dès la fin de la vidéo. Et le troisième cas, c'est si vous êtes déjà avancé, vous avez déjà des vidéos YouTube, vous avez déjà des abonnés, vous avez déjà plein de choses, mais vous voulez faire une petite checklist en fait de ok, est-ce que je fais tout bien, est-ce que j'ai pas des petits pourcents à aller gratter à droite à gauche dans mes process pour que ça se passe mieux. Et bien là, dans ce cas, cette vidéo, vous pouvez l'avoir comme une checklist et ça va bien se passer. Ceci étant dit, on va entrer dans le vif. Première étape, poser les bases de la chaîne. Cette étape peut paraître bullshit, peut paraître théorique, mais en fait est la plus importante parce que si on la fait bien, ça va demander un petit travail au départ, mais après ça va permettre de tout dérouler de manière extrêmement fluide pour la suite. On a certains points à travailler. Le premier, c'est l'avatar. Donc l'avatar, vous en avez sans doute déjà entendu parler 10 000 fois, en mode mon client c'est Gertrude, 45 ans, etc., etc. Qui est le client type que vous pouvez aider, qui est votre prospect type
et quelles sont ses pensées, qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour résoudre son problème, etc. Là, je ne vous parle pas de critères forcément socio-démographiques. Donc on n'est pas en train de dire il a tel âge, tout ça, tout ça. Là, on parle vraiment de niveau de conscience. C'est un travail que vous avez peut-être déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux, parce que là, vous allez pouvoir aller très rapide sur cette étape. Si vous ne l'avez pas fait, parfait, il y a une opportunité ici d'aller chercher de la valeur. Problème, quel problème il rencontre, cet avatar? On pourrait même mettre cause, du coup, et conséquences. Parce qu'un problème, du coup, quel est le problème racine? Quelles sont ses causes? Quelles sont ses conséquences? Quelle solution il a déjà essayé pour régler ce problème? Pourquoi ça n'a pas marché, si ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il n'a pas envie de faire? Donc, objection, on va dire. Qu'est-ce qu'il n'a pas envie de faire pour régler son problème? Je vais vous donner un exemple. Problème, je suis dirigeant d'entreprise et je n'ai pas le temps de prendre soin de ma santé, je fais pas de sport et tout. Ok. Cause, ça peut être plein de choses. Je cours partout, j'ai pas beaucoup de temps. Cause, ça peut être j'ai pas les compétences de base en sport, en nutrition, etc. Je sais pas comment je dois faire. Conséquences, les conséquences de ce problème, c'est que, du coup, je suis plus fatigué au quotidien. Donc, en fait, je mets beaucoup d'énergie dans ma boîte, mais au final, je tourne à 80% de mes capacités ou 50% de mes capacités parce que j'ai pas une bonne énergie, je suis pas dans un corps qui est bien. Qui est bien. Autre conséquence, du coup, je suis pas inspirant pour mes équipes. Je leur dis, voilà, il faut se dépasser et tout, et puis je suis essoufflé en montant les escaliers, donc ça renvoie pas le message que j'ai envie d'avoir. Et autre conséquence, je vois mes proches, certains de mes proches qui prennent pas soin de leur santé, j'aimerais leur dire de le faire, mais je ne peux même pas parce que moi-même, je l'incarne pas. Là, on a des causes, conséquences, etc. Solutions qui ont déjà été essayées, là, ça pourrait être, ok, j'ai déjà essayé de faire des grosses séances de cardio, j'ai déjà essayé de faire des giga-séances de 2 heures à la salle de sport, j'ai déjà essayé de compter mes calories, de peser mes aliments et tout. Pourquoi ça n'a pas marché? En fait, ça n'a pas marché parce que passer 2 heures à la salle de sport, j'ai pas le temps. J'ai un emploi de temps trop chargé pour ça. Compter mes calories, en fait, je me retrouve à me priver, ça devient trop dur. Et en fait, j'ai tellement de pression dans toute ma journée que la dernière chose que j'ai envie de faire en rentrant chez moi le soir, c'est de compter mes calories pour manger des endives. Et en fait, je cède et je prends une pizza. Objection, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? J'ai pas envie de faire tout ce que j'ai déjà essayé, plus peut-être d'autres choses, ok? Et il y a le niveau de conscience qui est qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il ne sait pas. Pour la faire très simple, il y a problem aware, solution aware, product aware, et il y a unaware. Unaware, c'est il ne sait pas qu'il a un problème. Donc par exemple, si on prend notre dirigeant dans le sport, unaware, ce serait il ne sait même pas qu'il a un problème de santé. Donc ça voudrait dire que lui, pour lui parler, il faudrait plutôt lui dire, ok, est-ce que tu savais qu'en fait, si tu prends pas soin de ta santé, potentiellement là, tu es en train de tourner à 50% de tes compétences. Ou alors, tu n'arrives pas à être inspirant pour tes équipes et tu te demandes pourquoi, en fait, peut-être que c'est parce que X, Y, Z. Ça, il n'est pas encore au courant. Celui qui va être problem aware, il est déjà au courant de ça. Par contre, il n'a aucune idée des solutions. Il est en mode, je sais qu'il faudrait que je fasse du sport, de la nutrition, mais je n'ai aucune idée de ce qui pourrait marcher pour moi. Et le solution aware, il est déjà au courant qu'il devrait faire, par exemple, ok, je sais que je devrais faire tel régime, ou alors que je devrais faire tel type de programme sportif qui serait bien pour moi, mais je n'arrive pas à le faire. Et après, product aware, c'est ok, je sais que tu as ton offre d'accompagnement qui me permet de faire tel truc. Là, c'est un travail un peu théorique au départ, mais qui va permettre derrière de mettre beaucoup de clarté dans votre esprit pour que dans chaque vidéo, vous sachiez également exactement à quel niveau se situe votre audience et comment les adresser. Je vous donne un exemple. Là, je suis en train de vous faire une vidéo pour vous parler de YouTube. Je sais que dans les gens qui regardent, j'ai des gens qui sont déjà convaincus que YouTube est une bonne chose et donc ils sont déjà solution aware en fait. Ce qui veut dire que pendant ma vidéo, j'ai pas besoin dans l'introduction, pendant un quart d'heure, de vous expliquer pourquoi YouTube c'est super, parce que je pars du postulat que les gens dans l'audience sont déjà convaincus de ça. Et on va du coup pouvoir se concentrer sur partir de ces hypothèses-là sans les redémontrer à chaque fois. Et ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'agilité mentale. Bref, ça c'est un petit peu le travail sur l'avatar et qui va vous permettre de donner un peu le ton pour tout ce que vous allez, pour toutes vos vidéos en fait. Ensuite, le manifeste. Le manifeste, là, qu'est-ce qui se cache derrière le manifeste? C'est une étape sous-cotée que personne ne fait et qui pourtant peut faire une giga diff. Vous voyez, il y a deux types de chaînes YouTube. Il y a les chaînes YouTube, on va dire, où il y a des tutos, il y a des tutoriels techniques, il va y avoir plein de choses, des vidéos, mais en fait qui finalement vont être un petit peu substituables d'une chaîne à l'autre. Donc si on reprend l'exemple de notre coach sportif, l'exemple fictif, ça pourrait être, ok, tutoriel, tutoriel, séance abdos, machin. Ok, c'est très pragmatique, c'est très tactique. Ce qui veut dire que si on enchaîne des vidéos tutoriels comme ça, on peut faire des vues, ok.
Mais en quoi nos vidéos sont différentes de la concurrence? En fait, ça va être des vidéos un peu commodité, ça peut faire des vues, ça peut marcher. Par contre, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que si notre chaîne se faisait ban, par exemple, est-ce que les gens viendraient nous voir? Peut-être pas, ils iraient juste chez la concurrence. Si nous, demain, on a envie de sortir de notre niche, d'arrêter de parler du régime abdo, en fait, on est un peu bloqué, parce que les gens ils nous suivaient juste pour nos sujets, ils ne nous suivaient pas pour nous. Ils ne nous suivaient pas pour le monde meilleur qu'on leur propose. A l'inverse, il y a un deuxième type de chaîne qui va être du coup beaucoup plus intéressant, qui va du coup justement avoir une identité, une quête, un mouvement, et là qui vont permettre au créateur ou à l'entrepreneur une liberté bien plus grande. Je vous donne un exemple. On avait reçu sur la chaîne Antoine BM. Antoine BM, il a commencé sa chaîne YouTube en parlant de marketing en ligne et de tunnel de vente. Peu à peu, il s'est mis à créer du contenu plus autour d'un mode de vie, d'une vision du monde. Le nomadisme digital, la liberté, le minimalisme, le zéro rendez-vous dans l'agenda, la possibilité d'aller dans tous les pays du monde, etc. Récemment, au moment où j'enregistre cette vidéo, il a fait un switch en mode « Ok, j'en ai un peu marre de parler de tunnel de vente et tout le temps. Maintenant j'ai envie de parler de ce qui me fait kiffer. » Il s'est mis à parler de ses lectures, de ses voyages, de « Ok, je pars à l'autre bout du monde, voilà mon sac à dos et tout. » Ça a continué de faire des vues parce que les gens le suivaient pour qui il était devenu et pas pour ce dont il parlait. Le but là, à ce stade, c'est qu'on vous suive pour qui vous êtes et pour ce que vous incarnez, au-delà de juste ce que vous dites et des sujets dont vous parlez. Cette étape-là, elle va permettre de se distinguer de la masse et de sortir plus tard de la niche. Elle va permettre de voir long terme et de créer réellement une personal brand et pas juste en fait des abonnés fantômes ou pas juste des vues qui sont là histoire de dire. Donc, comment est-ce qu'on clarifie ce manifeste? En fait, déjà, on repart aussi de tout le travail qu'on a fait en amont et puis on va dire pourquoi c'est important ce que je fais. Okay, donc c'est le grand pourquoi, et c'est contre quoi je me bats ici. C'est qu'est-ce qui vous irrite dans l'état du monde actuel en fait. Donc c'est j'en ai marre de vivre dans un monde où, typiquement. Moi, je pourrais dire par exemple, j'en ai marre de vivre dans un monde où 95% des gens s'emmerdent dans leur travail et ne sont plus au contrôle de leur vie parce que simplement, voilà, on les a envoyés dans des jobs où ils se font chier et du coup, et on leur a donné des choses pour se stimuler à côté, de la dopamine facile et tout, et au final, ils vivent un petit peu comme des fantômes. Ça, c'est quelque chose qui m'irrite. Et là, du coup, il y a quelque chose d'intéressant à creuser derrière parce que je vais pouvoir, par exemple, dans mon cas, connecter ok, prendre la parole sur YouTube, travailler son expertise, la diffuser, développer son business de cette manière-là, c'est une manière de prendre le pouvoir, d'avoir un impact positif sur le monde, d'aider les autres aussi à s'élever, parce qu'on est là en train de transférer notre expertise pour monter tous ensemble et pour sortir de ce schéma qui est extrêmement déceptif de, en fait, qu'est-ce que c'est que cette mascarade où tout le monde se fait chier dans son taf et tout le monde est OK, parce qu'on va boire une bière le week-end. Voilà, c'est un exemple. Pour vous, c'est vraiment contre quoi je me bats, j'en ai marre de vivre dans un monde où, et pourquoi c'est important. OK. Et en fait, vous allez pouvoir comme ça... contre quoi je me bats, il y a cette notion d'ennemi en fait, vous voyez. Il y a cette notion de on se bat contre un ennemi. Et ça, dans le storytelling des marques, c'est là on est au niveau du personal branding, là, donc on parle plutôt de nos convictions perso. C'est exactement la même chose pour les grandes marques qui vont pouvoir avoir un grand pourquoi, qui vont pouvoir se battre pour quelque chose, qui vont pouvoir avoir une grande mission. Si on prend Netflix, leur mission, c'est d'apporter du bonheur dans la vie des gens, d'apporter du divertissement dans la vie des gens. Pourquoi c'est important d'avoir une grande mission? Parce que ça leur permet de ne plus être juste un producteur de séries, mais d'être globalement, si demain Netflix voulait sortir des parcs d'attractions par exemple, vous voyez, ça ferait sens en fait dans l'univers qui crée. Preuve, si on veut 1000 vrais fans, si on veut une audience sous les radars, et si on veut surtout que cette audience lui apporter énormément de valeur, et puis que derrière certains aussi deviennent clients, que ce soit pas du pur bénévolat, mais aussi qu'il y a un intérêt business et que tout le monde y gagne, qu'il y a un transfert de valeur qui marche bien et qui permette d'être dans des bonnes conditions pour produire et pas être dans ce paradoxe de l'artiste qui est un peu toujours dans le sacrifice et qui du coup n'est pas dans les bonnes conditions pour produire, on va avoir besoin de montrer notre légitimité et d'expliquer pourquoi vous devriez m'écouter, pourquoi en fait vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Nos vidéos ne sont pas gratuites, les gens payent avec leur attention. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez fait le choix de regarder cette vidéo plutôt que de faire autre chose. Vous auriez pu vous divertir, voir des proches, vous auriez pu faire plein de trucs. Donc vous êtes en train de payer avec votre attention, il faut que je vous donne le plus de valeur possible, et surtout, il faut que je vous montre que je vous sors pas du chapeau des trucs, mais que ça vient de réalité terrain. Donc là, à ce stade-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est réunir toutes vos preuves sur une page, donc vos preuves de résultats,
Donc là, par exemple, c'est ce que je vous disais un peu au début de la vidéo. Ok, bah pour Jérémy, on l'a fait passer de 5 000 à 20 000, on a développé sa chaîne et tout. Ma propre chaîne, je l'ai fait passer de 0 à 5 000 avec, elle rapporte 3-4 clients tous les mois pour mon agence. Les chaînes de X clients, j'ai un client par exemple là, je l'ai eu il y a quoi, il y a 3 semaines en call. Il a fait x4 sur son nombre de vues et de ventes. Donc il est passé avec une petite chaîne qui était à 2000 abonnés, bah maintenant il est à 4000 abonnés. Il est passé de 1000 à 4000 vues, il est passé de 5000 euros par mois à 20 000 euros par mois avec sa chaîne, sur le mois où je l'ai vu, quoi. Ça, c'est des preuves de résultats. Okay. Ensuite, résultat, ça peut être vous ou résultat de vos clients. Et ensuite, il y a les preuves de labeur. Preuve de labeur, c'est qu'est-ce que vous avez mis sur la table pour avoir ces résultats. Ça peut être une manière aussi de, quand vous n'avez pas encore les résultats, de quand même mettre un peu de preuve. Exemple, j'ai créé 1000 vidéos YouTube pour apprendre ça. Ça vous dit pas si je suis bon ou pas, mais ça vous dit que j'ai créé 1000 vidéos YouTube, donc que je dois plus en savoir que vous. Là, c'est un exemple random, mais c'est genre, ok, j'ai fait 1000 séances de sport pour découvrir cette méthode, machin, machin. Ou alors, j'ai investi X sur le sujet, genre, voilà, j'ai investi 50 000 euros dans des coachings de blablabla pour apprendre ça. Bah, ok, c'est la preuve de labeur. Et avec la preuve, on va pouvoir ajouter aussi les arguments d'autorité. Est-ce que vous avez des diplômes? Est-ce que vous avez des grandes références clients? Est-ce que vous avez des certifications, des prix, des trucs comme ça qui permettent de poser le décor? Tu arrives sur une vidéo d'Ali Abdaal, en 15 secondes, il arrive, il te dit « Ok, moi j'ai fait premier à Cambridge et voilà mon système de mémorisation qui m'a permis de le faire. » Bon bah là, bim. Ça va mettre un cadre sur tout ce qui va suivre et sur la perception que vont avoir vos viewers de ce que vous allez dire derrière. Ok. Donc ça, c'est voilà, c'est une partie qui est très 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 importante dans le contexte d'une ligne éditoriale orientée expertise, qui est cette ligne éditoriale qui va permettre justement d'avoir des vrais fans et qui va permettre d'avoir des clients et de ne pas rester juste un influenceur. Vous voyez l'idée. Ensuite, on va aller rapidement sur ça, identité visuelle. L'identité visuelle, là, l'idée, c'est juste de dire, ok, vous allez produire des vidéos, etc. Comment est-ce qu'on pourrait créer une identité visuelle claire pour votre chaîne dès le départ? On fait le travail au départ une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus après. Et on ne la subit pas, mais on l'a choisi. Au début, on ne va pas se prendre trop la tête parce que le but, c'est d'être dans l'action assez rapidement. Mais c'est juste choisir, en gros, les polices, les couleurs, un peu le mood, quoi. Est-ce que votre mood, c'est Cosmos? Est-ce que c'est cyberpunk? Est-ce que c'est chill? Est-ce que c'est cocooning? Voilà, à quoi vous voulez que ressemble un peu votre univers. Encore une fois, on va itérer hein, au fur et à mesure, on n'est pas obligé de figer le truc, mais c'est juste de dire, bah ok, quand vous prendrez un monteur vidéo, un media maker et tout, que tout le monde joue un peu de concert avec les mêmes éléments et qu'on crée un branding même visuel autour de la chaîne, que la chaîne ait son âme en fait. Donc là, pour des identités visuelles, il y a plein de bons exemples. Vous pouvez regarder la chaîne de Danco par exemple, où lui il est en mode minimaliste, noir et blanc machin, ça marche bien. Vous pouvez regarder la chaîne de Guillaume Moubèche pour l'identité visuelle de ses miniatures par exemple, qui est très bien. Vous pouvez regarder plein de chaînes qui sont très sympas. Et chaîne type, dernier point, c'est juste de dire à quoi on aimerait que ressemble notre chaîne. Ma chaîne, j'aimerais que ce soit le ta-ta-ta-ta-ta de ta-ta-ta-ta-ta. Moi, quand j'avais créé ma chaîne, par exemple, donc où j'analyse les stratégies de contenu des entrepreneurs qui ont percé sur YouTube et tout, je me suis dit, tiens, il y a une chaîne YouTube qui m'intéresse pas mal, qui s'appelle Le Règlement, où ils font des analyses de rappeurs. Bah en fait, moi j'ai envie que ce soit le règlement de l'entrepreneuriat. Bah en fait, cette phrase, c'est con, mais ça permet juste de mettre un peu de clarté sur où vous allez. Vous pourrez changer après, mais ça permet de mettre un peu de clarté. Là, on a posé les bases de la chaîne. On a les idées un peu plus claires sur tout ce qu'on va pouvoir dire dans nos vidéos. Et mine de rien, ce petit travail, même si on prend 2 heures à le faire, ça va être rentabilisé derrière. Parce que ça va permettre de tout dérouler beaucoup plus facilement. On peut même prendre plus de 2 heures à le faire, hein, mais faire un premier jet quick en 2 heures, je pense que c'est très bien. L'avatar, si vous avez déjà plein de clients, ça peut aller vite. Si vous n'en avez pas, bah, ça va peut-être pointer du doigt le fait que, ok, il faut faire des entretiens exploratoires, il faut aller poser des questions à vos prospects, vos clients. Et ça, dans tous les cas, pour votre marketing et votre vente, ce sera que du bon, enfin, ce sera jamais perdu. Ceci étant dit, comment toutes ces bases, on va les manifester dans une stratégie YouTube qui va envoyer du couscous et qui va marcher, dans laquelle on ne va pas se fatiguer pour rien. Le choix des sujets. Sur YouTube, il n'y a pas de secret, 80% du succès de votre vidéo va dépendre du choix de votre sujet. Vous aurez beau mettre tout le cœur du monde, tout l'amour du monde dans une vidéo super bien faite, si c'est sur un sujet qui n'est pas cliquable, ça ne marchera pas. Et vous aurez perdu votre temps. Et c'est dommage, parce que vous avez plein de trucs super intéressants à dire, donc autant faire l'extra mile pour que ce soit bien emballé. Souvent, le choix des sujets, des titres, des miniatures,
en fait, on a la flemme de le faire parce que c'est pas notre expertise en tant qu'entrepreneur. On procrastine un petit peu, on fait notre vidéo, machin, et puis au dernier moment, on dit ok, qu'est-ce que je mets comme titre, comme miniature? On le fait en fin du process. C'est bien dommage. Bah si, c'est 80% du succès qui dépendent du titre et de la miniature. Pourquoi est-ce qu'on n'y passe que 1% de notre temps? Pourquoi est-ce qu'on n'y passe pas plus de notre temps? Dans une optique 80-20, on va vraiment mettre beaucoup d'énergie à choisir des bons sujets qui ont du potentiel YouTube, ok, et à le faire dès le début du process, en fait, pour pas se retrouver à la fin comme un con parce qu'on sait pas quoi mettre, quoi. Le premier hack, ça va être d'aborder YouTube comme un YouTuber un petit peu, mais comme un expert. Donc, je m'explique. Là, on va chercher à traiter des sujets qui attirent déjà l'attention des gens. C'est-à-dire qu'au début, quand on n'est pas encore connu, quand voilà, on lance notre chaîne, ou même si on a quelques milliers d'abonnés, mais on n'est pas encore soi-même suffisamment intéressant, suivi, etc., pour que les gens viennent pour nous. Par contre, ils peuvent très bien venir pour un sujet qui les attire, qui attire déjà leur attention, et rester pour la pertinence de la manière dont on traite ce sujet. Okay, donc là, typiquement, on va chercher à se dire, ok, quels sont les sujets auxquels s'intéresse déjà ma cible, en fait? Quels sont les sujets qui attirent déjà leur attention? Moi, ce que j'avais fait au départ sur ma chaîne, c'est que je voulais toucher des entrepreneurs. Je me suis dit, qui suivent les entrepreneurs? Ils suivent d'autres grands entrepreneurs connus, comme Alex Hormozy, comme Grant Cardone, comme Gary Vee, comme X, Y, Z. Et du coup, si je fais des vidéos qui traitent ces personnes-là et que je les traite sous le prisme de mon expertise, ça fera beaucoup plus de vues que si je parle juste de mon expertise. Contrairement à ce que je suis en train de faire dans cette vidéo-là, mais je vous en parle juste après. D'autres exemples, ça va être des chaînes comme par exemple Yann Leonardi, qui va faire ça très bien, qui va prendre des grands sujets très connus et qui va les analyser sous le prisme du marketing. Donc par exemple, l'erreur marketing de Domino's Pizza, ce genre de trucs-là, pourquoi Booba est un génie du marketing, des trucs un petit peu dans ce style-là. Un autre exemple, c'est la chaîne Bienvenue au cabinet, qui est excellente, chaîne de comptabilité, où ils vont prendre des grands sujets très connus, en mode combien le départ d'Mbappé de la France va coûter à l'État français. Ou alors les secrets d'investissement de Mbappé, ou alors cette influenceuse OnlyFans qui se fait redresser fiscalement, pourquoi, enfin tenant et aboutissant. Voilà. En fait, on prend des sujets putaclic, mais par contre, attention, on va pas faire du putaclic pour faire du putaclic, on va faire du putaclic comme des experts. Il y a beaucoup de youtubeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un sujet, ils font juste un gros storytelling, ils racontent l'histoire de machin. Ok, je raconte l'histoire de Walt Disney par exemple. Je raconte l'histoire du studio Pixar. Je raconte l'histoire de X, Y, Z. C'est intéressant parce que ça va attirer l'attention des gens et on va garder leur attention avec du storytelling. Mais le problème, c'est que les gens, déjà, ils vont être dans une posture de spectateur, ils vont être inactifs, il va pas y avoir une incitation à s'inspirer de l'histoire pour mettre en action des choses. Et le deuxième point, c'est que nous, on est juste le messager dans ce cas-là, et on va juste être la personne qui raconte l'histoire, mais finalement, les gens, ils vont s'en foutre un peu de nous. Ils vont attacher, il va y avoir une petite association d'images en mode, ok, c'est le mec qui parle de ce genre de sujet, mais ça va pas nous laisser la place pour exprimer notre expertise. Non, nous, ce qu'on veut, c'est les traiter d'une manière expert. Par exemple, si on prend Bienvenue au cabinet, quand ils analysent le départ de Mbappé de la France, il y a un angle, en fait, on va chercher à comprendre pourquoi Mbappé il est parti de la France, et puis on va chercher à comprendre aussi comment il a optimisé ses impôts pour nous pouvoir le faire aussi. Les autres exemples, donc Yann Leonardi qui va analyser la stratégie marketing de Booba par exemple. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de Booba et quels enseignements on peut en tirer pour les implémenter dans nos propres entreprises en fait. Cet angle-là, il va intéresser plutôt les gens qui sont dans l'action, qui vont implémenter les choses, et puis il va aussi nous positionner d'une manière où ça va nous rendre capables de délivrer notre message, de délivrer notre expertise et de montrer patte blanche en montrant qu'on sait de quoi on parle. Et on va pouvoir saupoudrer notre expertise. Et en fait, notre vidéo qui va être brandée autour d'un sujet connu, donc moi c'était par exemple, j'analyse avec Alex Hormozy par exemple, en fait, on va parler du sujet en question peut-être 30% de la vidéo, et les autres 70%, ça va être nous qui parlons de notre expertise. Donc, finalement, c'est pas si différent d'une vidéo comme je suis en train de faire là, sauf que ça a un potentiel de viralité beaucoup plus élevé, et si notre chaîne est un peu débutante, ça va être un truc sur lequel miser à fond, parce que c'est ça qui va ramener les premiers abonnés facilement. Si vous n'avez pas de chaîne, commencez par ça, c'est excellent. Si vous avez une chaîne, vous pouvez implémenter ça pour faire de la croissance sur la chaîne, mais vous allez voir qu'on ne va pas avoir que ça dans la strat pour quand même avoir un état d'esprit très pragmatique, très conversion aussi. La deuxième brique, ça va être la VSL YouTube. Ça, c'est redoutable. Une VSL, ça vous parle peut-être ou peut-être pas, mais en gros, c'est une vidéo de vente. La manière dont on la connaît traditionnellement, ça va être en fait des gens qui ont un produit à vendre,
mais qui ne peuvent pas parler en one-to-one, qui ont trop de clients, de prospects pour parler en one-to-one, et donc ils vont enregistrer une vidéo de vente qui porte tout le discours de vente, qui porte les bienfaits de la méthode qu'ils proposent, etc., et qui, à la fin, propose un appel ou autre pour pour devenir client, quoi. Et souvent, cette VSL, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diffuser un maximum de publicité qui va envoyer un maximum de gens sur la VSL qui va envoyer un maximum de gens prendre des rendez-vous finalement avec eux. Et ben nous, en fait, on va pouvoir aussi l'utiliser, mes versions YouTube. C'est comme si on diffusait des pubs, en fait, gratuitement sur YouTube. Parce que chaque vidéo YouTube, si on y réfléchit, on peut très bien l'avoir comme une pub. Du coup, l'idée, ça va être d'avoir une vidéo pierre angulaire sur YouTube, ok, qui va porter vraiment tout le discours de vente vers laquelle toutes les autres vidéos de la chaîne renverront. Typiquement, cette VSL, si on reprend notre premier exemple du coach sportif, bah ça pourrait être quelque chose du style les 3 étapes pour perdre 10 kilos en 3 mois sans passer 2 heures par jour à la salle de sport pour les entrepreneurs. Faudrait retravailler le truc, mais en gros, ce serait un petit peu le guide complet, quoi. T'es à A aujourd'hui, tu vas aller à B, c'est le guide complet pour passer de A à B, en repartant du travail sur l'avatar, du coup. Je vais pas approfondir trop sur comment on fait une VSL, mais pour donner dans les grandes idées, je vais mettre énormément de preuves en mode, cette méthode-là, elle a déjà marché pour X, Y, Z, machin. Je suis pas en train de te parler de faire truc que t'as pas envie de faire, truc que t'as pas envie de faire, truc que t'as pas envie de faire. Donc, je suis pas en train de te parler de compter tes calories, je suis pas en train de te parler, t'auras pas besoin de passer 2 heures à la salle, etc., parce que toutes ces méthodes-là, elle ne marche pas pour toi, qui est entrepreneur et qui n'a pas le temps de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi justifier l'échec, en gros, et désamorcer les autres méthodes qui n'ont pas marché pour lui. Le but, nous, c'est de positionner notre méthode comme le seul véhicule, ça c'est une voiture, qui permet d'aller de A à B, et aussi d'annuler les autres véhicules. Donc par exemple, je sais pas, il y a le régime machin, tel type de programme sportif et tout. Pourquoi est-ce que ces autres manières de faire, elles sont pas bonnes pour toi? Donc, si je vous prends l'exemple ici, l'idée c'est de dire, moi, les autres véhicules qui seraient possibles pour développer son audience sur YouTube, c'est d'aborder YouTube comme un YouTuber, d'aller passer des heures à optimiser ses tags dans les descriptions, d'aller faire des trucs d'aller bombarder, faire plein de shorts et tout. Ok, ces méthodes-là ne marchent pas si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer 1000 vrais fans sans y passer 45 heures par mois, parce que, en fait, elles considèrent ces méthodes que tu vas devenir full-time YouTuber, et en fait, elles sont pas 80-20 du tout. Tu vas passer énormément de temps à faire des micro-optimisations négligeables dans les tags, les machins. Ou alors, tu vas faire des shorts, tu vas attirer plein de vues qui deviendront jamais clients, et donc tu vas perdre ton temps, parce qu'en fait, le but de la méthode, c'était pas de te permettre d'avoir une audience de 1000 vrais fans si tu es entrepreneur et que tu n'as pas que ça à foutre, en gros. Et après, on va donner de la valeur sur comment tu passes de A à B, en mode, souvent, c'est les 3 grands piliers, les 3 grandes étapes. Si vous voulez approfondir, je vous invite à regarder sur YouTube des vidéos comment faire une VSL. Ça vous expliquera tout, parce qu'on pourrait faire une vidéo de 3 heures juste sur ça. L'idée, c'est de dire, ok, vous allez avoir cette vidéo référence, et à la fin, cette vidéo, elle propose un appel à l'action en mode, prenez un call avec moi si vous voulez qu'on vous aide à le faire. C'est en gros, je vous montre le plan, je vous montre le chemin, utilisez le chemin, et si vous voulez qu'on vous aide à utiliser le chemin, vous pouvez prendre un call et on verra si on peut vous aider. C'est un peu une VSL déguisée, quoi, en vidéo YouTube. Parce que les VSL, souvent, ça se voit à des kilomètres, c'est des slides, c'est rodé, quoi. On sait que c'est une VSL, donc si vous travaillez avec des gens qui sont habitués au marketing et tout, il peut y avoir un petit côté, c'est bon, je vois les ficelles. Là, l'idée, c'est un peu, on a une espèce de VSL, c'est pas une VSL officielle, mais un peu déguisée sur YouTube, et toutes les autres vidéos renvoient vers cette VSL. Et ça, c'est intéressant, parce que la VSL va commencer à faire de plus en plus de vues, et toutes les autres vidéos, en renvoyant vers cette VSL, en fait, on va éviter d'avoir des liens externes qui sortent de la vidéo, et on va augmenter le session watch time. Donc YouTube va se dire, dès qu'il voit cette vidéo, il continue en allant voir une autre vidéo. Donc il passe encore plus de temps sur la plateforme. Donc ça c'est intéressant. Et donc ça va être très favorable d'un point de vue algo YouTube. D'ailleurs, c'est la stratégie qu'a utilisée Iman Gadzhi, et qui a fait une VSL qui a fait, je crois, 8 millions de vues sur sa chaîne. C'est colossal, et qui lui a généré d'ailleurs 20 millions de dollars en vente derrière. Donc c'est absolument fou, surtout quand on sait que YouTube, tu payes pas pour avoir des vues en fait. Donc c'est incroyable. Petite précision, une autre manière de faire, ce serait juste d'envoyer de toutes vos vidéos YouTube vers votre vrai VSL, avec les gens qui laissent leur email et tout. Ça, c'est particulièrement pertinent pour récupérer les mails, et si derrière vous avez un back-end avec de l'emailing marketing, c'est très pertinent. Par contre, si là vous êtes en mode 80-20, vous n'avez pas encore des trucs compliqués, des stratégies de mail et tout, vous pouvez déjà faire ça. Vous n'aurez même pas de tunnel à créer et tout, ce sera juste une vidéo YouTube.
et ce sera, d'un point de vue YouTube, ce sera très friendly. Donc là, on a couvert les 2 points les plus importants de votre stratégie. Au début, vous pouvez faire juste ça et bourriner et ça se passera très bien. Maintenant, je vais passer une petite aparté là, très rapide sur ça. Value Asset et interview client. Value Asset, ça va être des vidéos très intéressantes, ça va être des guides vraiment en mode, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder là maintenant par exemple. Ça, ce qui va faire que la vidéo est intéressante, c'est le niveau de preuve. Donc par exemple, quand Hormozy va dire « j'ai gagné 8 millions d'abonnés en 3 ans, voilà comment j'ai fait », ok, la promesse elle est forte. Mais maintenant, s'il n'avait pas cette méga preuve qui back, peut-être que la vidéo elle n'aurait pas marché. Quand bien même le contenu serait mot pour mot le même, si en fait il avait gagné 10 000 abonnés, ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Donc il faut toujours que la preuve soit cohérente avec la promesse, et si vos preuves sont pas assez grosses, vous pouvez plutôt bourriner ça jusqu'à avoir assez de preuves avec vos clients pour partir là-dessus. Et l'interview client, là l'idée ça va être de faire des interviews clients, mais abordées comme des vidéos YouTube, et non pas comme des témoignages boring. Ce que j'entends par là, c'est que le témoignage boring, ce serait genre ok, j'ai travaillé avec machin, c'était super, ah ton accompagnement était génial parce que blablabla. On veut pas faire un contenu nombriliste, on veut que ce soit une vidéo YouTube. Pour faire une bonne interview client, déjà ce qu'on peut faire, c'est repérer un petit peu c'est quoi le avant-après de ce client-là. Ok, il y connaissait rien en immobilier, et puis là, il a acheté en 6 semaines, il a acheté 2 immeubles, grâce à mon accompagnement ou clé en main immobilier. Bon, notre vidéo YouTube, déjà, on a une petite idée de comment on va pouvoir peut-être la brander. Ok, il achète 2 immeubles en 6 semaines, alors qu'il n'y connaît rien en immobilier, par exemple. Ok. Et là, du coup, notre interview, on va pouvoir l'angler autour de cette promesse-là, et donc faire l'interview avec la personne du avant-après, en fait. Avant, qu'est-ce que tu avais déjà essayé pour investir? Pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Comment tu te sentais? Quels étaient, enfin voilà, comment tu sentais le truc de l'immobilier et tout? Aller un peu sur l'état émotionnel interne, et puis sur l'externe, tu avais quoi comme résultat? Donc là, typiquement, la personne va dire, ok, j'ai essayé ci, ça, j'ai perdu X milliers d'euros, j'ai pas réussi à faire mes OP. Honnêtement, je pensais que l'immobilier c'était mort, et voilà. Ok, qu'est-ce qui fait que ça marchait pas? En fait, ouais, j'ai essayé de tout faire moi-même, j'y connaissais rien, je me suis fait avoir avec tel piège, machin. Ah oui. Et là, vous allez pouvoir aussi rebondir parce que vous êtes expert. Oui, c'est vrai que tel piège, c'est des choses qui arrivent souvent en IMO. Souvent, on pense que le marchand de biens, c'est facile, on peut racheter, vendre des produits et tout, des trucs et que c'est simple. Et en fait, on peut se retrouver avec des très mauvaises surprises sur les travaux parce qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles normes énergétiques, et du coup, si on n'est pas au courant de ça, finalement, on peut se retrouver avec avoir mis 100 000 euros de travaux dans un appartement qui soit même pas louable, blablabla. Ok. Et après, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de sauter le pas, d'investir en clé en main, de te faire accompagner et tout? Ah parce que je me suis dit blablabla. Ok, et qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Ah là on a acheté 2 immeubles en 6 semaines, incroyable. Ok, ça va être une vidéo YouTube. Ça va être de la matière marketing de ouf. Et pareil, ça c'est juste, faudra le faire quand vous aurez déjà beaucoup de résultats clients. En synthèse, vous bourrinez les sujets putaclic en les traitant comme un expert, vous envoyez tout ça vers une VSL YouTube, et puis lorsque vous aurez beaucoup de preuves et de résultats, vous ajoutez une brique value asset interview client, et là, ça va rouler. Tout ça, c'est bien beau, mais le truc, c'est qu'on le sait. Peut-être que là, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est ok, mais moi, j'ai pas le temps de faire 6000 vidéos YouTube, j'ai une boîte à faire tourner, j'ai pas que ça à foutre. Heureusement, il y a une manière de faire tout ça sans que ça prenne trop de temps. Si tout ce dont je vous parle aujourd'hui, ça vous parle, que vous êtes entrepreneur, que vous voulez développer votre chaîne, que vous avez peut-être une chaîne à créer ou que vous avez déjà une chaîne qui tourne mais que vous voulez aller chercher la stratégie qui va la faire péter, etc., c'est ce qu'on aide nos clients à faire. Donc, vous pouvez prendre un call avec moi en dessous. Ce sera une petite session stratégique ensemble. On parlera de vos objectifs, on challengera tout ça. Je vous dirai si on peut vous aider ou pas. Le but, c'est qu'on vous apporte de la valeur dans tous les cas, qu'on avance ensemble ensuite ou pas. Ceci étant dit, on va passer à la troisième partie. Ok. Je suis en mode Emmanuel Friedenrich là, création des 10 prochaines vidéos. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez autre chose à faire. Il y a plusieurs points qui vont permettre d'arriver à ça. Première chose, setup simple. Setup simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, faut pas que ce soit faut pas qu'il y ait trop de friction dans le fait de tourner. Donc si vous commencez à vouloir faire un truc fancy avec des lights partout, un méga studio et tout, il va y avoir beaucoup de friction. Là par exemple, je me suis chauffé, paperboard et tout. En fait, ça m'a fait perdre beaucoup de temps à installer et j'aurais pu faire un loom. Et ça aurait été aussi bien de faire un loom. C'est simple, qu'est-ce que je vous recommande? Soit vous faites des looms, et dans ce cas-là, vous prenez un petit... si vous avez un Mac et un iPhone, vous pouvez connecter votre iPhone en mode webcam pour votre Mac. Ça se fait tout seul, il suffit d'avoir le Bluetooth activé sur les deux et d'être sur le même réseau Wi-Fi, je crois. C'est le mode continuité. Et là, vous adaptez un peu, vous prenez un petit support Belkin. C'est juste un petit truc qui se
qui se magnétise contre votre écran. Et vous prenez un petit micro USB-C. Voilà, c'est Rode NT USB+. Ça se branche en USB-C direct sur l'ordi, terminé. Et là, vous faites juste des looms et on n'en parle plus. Soit vous prenez une DJI Osmo Pocket 3. Ça, honnêtement, c'est extra. Une caméra où vous appuyez juste sur un bouton, ça filme. Avec un petit micro intégré, vous le mettez là. C'est plutôt quali. Et moi, j'ai plein de clients qui ont pris ça et ils kiffent. C'est très, très simple, en fait, hein, vraiment. Soit, si vous voulez vraiment de la belle image, machin, vous faire un beau setup, bah là, vous prenez un Sony A7 III, vous prenez un Rode Wireless Go, et un trépied, une petite light, et on n'en parle plus. Mais ce sera un peu plus compliqué. Donc, à vous de choisir. Si vous voulez pas vous prendre la tête, moi, je recommande DJI, plus le petit setup Loom, et puis sinon, voilà, Sony A7 III. L'optique, vous prenez 50 mm, 1.8. Je vous explique pas les détails, mais en gros, c'est ça qui fera la meilleure image pour ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des facecam, vous vous mettez toujours au même endroit. Vous vous mettez genre sur une table, par exemple, vous mettez votre trépied en face, votre lumière, et on n'en parle plus. Lumière Amaran, plus softbox. Ensuite, exécution 80-20. On se concentre sur les 20% d'actions qui amènent les 80% de résultats dans tout ce qu'on va faire. Donc comme on l'a dit, petite miniature angle, c'est le plus important. S'il y avait qu'un truc à faire, bien, ce serait ça. Ça, on en a déjà parlé. Donc ça, on va chercher à mettre de l'énergie dessus au début du process. Je vous en parle juste après. Ensuite, le hook. Ok. Le montage de la vidéo, souvent on se dit qu'il faut faire des trucs compliqués, c'est pas vrai en fait. La partie, si on regarde une courbe de rétention YouTube, globalement, ça fait ça. Et ça, c'est les 30 premières secondes, ok. Et là, en fait, on perd déjà 30-40% des gens. Donc en fait, s'il y avait un endroit où il fallait mettre des efforts dans le montage, bah, tant qu'à faire, c'est là, parce que ces efforts-là, ils vont s'appliquer sur 100% de l'audience, alors que là, ils vont s'appliquer plus que sur 50%, 40% de l'audience. On va travailler beaucoup nos hooks, et après, le corps des vidéos, on va pouvoir laisser un peu plus freestyle. Donc si vous voulez faire du montage, c'est vraiment sur le hook que ça va se jouer. Sur le reste, vous pouvez en faire, mais ce sera moins de levier, quoi. Donc autant pas le faire. Ensuite, le call to action, c'est important. Donc là, vous allez pouvoir faire un call to action en cours de vidéo vers vos accompagnements, vos trucs. Et un autre élément qui va permettre d'optimiser la strat, ça va être d'avoir des chaînes de vidéos qui se renvoient entre elles. Pourquoi ? Bah parce que le but, ça va être d'augmenter le session watch time, la durée de visionnage moyen d'un utilisateur sur votre chaîne, pour que ça devienne comme une chaîne Netflix, que les gens, en fait, ils se matent vos vidéos, que ce soit simple de rester chez vous, en fait. Donc, toutes vos vidéos peuvent se renvoyer les unes vers les autres, et notamment renvoyer vers la fameuse VSL YouTube. Donc là, vous allez pouvoir mettre des petits liens logiques entre les vidéos. Ok, dans cette vidéo, on a vu comment Mbappé avait évité les impôts, blablabla, mais c'est pas le seul à faire ça. Et il y a une autre méthode encore plus sournoise, blablabla, qui utilise cette influenceuse, je sais pas quoi. Bim, lien logique. Ou alors on pourrait se dire, Mbappé, c'est une grande star, donc c'est normal, il peut optimiser ses impôts et tout. Mais la réalité, c'est qu'il existe aussi une méthode pour nous autres, les particuliers, même si on gagne que quelques milliers d'euros, etc., pour optimiser drastiquement nos impôts et en payer jusqu'à 2 fois moins. On vous a préparé d'ailleurs un guide là-dessus, si ça vous intéresse, sur comment payer moins d'impôts, blablabla. Et là, on envoie vers l'espèce de VSL. On se prend pas la tête avec des trucs trop compliqués, on met notre énergie sur le titre minia, le hook et le CTA, et le reste, on envoie. Et pour faire tout ça, on va avoir besoin d'un process qui est streamliné. Qu'est-ce que j'entends par là ? Souvent, là, l'écueil, ça va être de faire nos vidéos semaine après semaine, et puis de se dire, ok, je fais la vidéo de la semaine, et puis après, je recommence de zéro pour la vidéo d'après et tout. Comment est-ce qu'en fait, notre process, il nous permet de batcher et d'être logique ? Donc là, ce que je vous recommande, moi, ça va être d'avoir une espèce de tableau, idée, titre, minia, waouh, c'est horrible. Titre minia à trouver, à écrire, à tourner, à monter et à publier. Et l'idée, ça va être de dire ici, vous allez noter plein d'idées quand vous allez faire votre footing, quand vous allez prendre votre douche, quand machin, vous notez ce qui vous vient. Et puis, lors de vos sessions Deep Work YouTube, vous faites étape par étape. Vous dites, ok, bah là, je vais prendre les 3-4 idées les plus prometteuses, je les passe dans titre miniature à trouver. Mon seul job maintenant, c'est de trouver des titres et des miniatures pour ces 4 vidéos. Ok, là, vous êtes dans un certain mode de cerveau, vous faites les 4, ok, fini. Sur le prochain Deep Work, bah, ces vidéos-là, vous allez les passer à écrire, et vous allez dire, ok, bah là, je vais focus une vidéo, ok, machin, très bien. Et l'idée, ça va être même de dire, limite, bah, si YouTube, des fois, ce qui est dur, c'est de se mettre à l'écriture d'une vidéo, mais une fois qu'on est dans le flow, c'est plus facile.
Donc des fois, l'idée ce serait de se dire, bah, au lieu d'y passer une demi-journée par semaine par exemple, ok, je vais bloquer 2 jours, c'est YouTube, 2 jours, et ça va faire YouTube pour tout le mois. Et donc par exemple, bah, là je vais me mettre à l'écriture, au début ça va être un peu dur, puis dès que je suis dans le flow, bah vas-y j'enchaîne. Sur les 2 jours, j'écris par exemple mes 4 vidéos, et là elles passent dans à tourner, je tourne les 4, et après, on envoie au monteur et c'est terminé. On va en parler juste après de la délégation. Mais vous voyez, l'idée, c'est il faut que ce soit streamline et que vous repartiez pas de zéro à chaque fois. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé vos grands concepts et tout, vous n'aurez pas à réinventer la roue à chaque vidéo parce qu'en fait, vous pourrez dupliquer un peu la manière de traiter les sujets, etc. Et pour que ce soit encore plus fluide, bah, évidemment, on va chercher à retirer les tâches chronophages, donc faire la miniature, faire le montage, ce genre de trucs. Ça, on va vraiment vouloir s'en tenir le plus loin possible. Pourquoi? Parce qu'on n'apporte pas de valeur sur le montage ou la miniature. Donc, il faut qu'on délègue ça. Chaque heure passée à monter une vidéo ou à faire une miniature, c'est une heure qui n'est pas passée à écrire les vidéos suivantes. Et si vos vidéos ramènent des clients, bah, c'est probablement des heures où vous perdez même de l'argent, en fait. Et potentiellement, vous faites un truc où vous n'êtes pas fait pour, vous n'aimez pas forcément. Donc, c'est ça l'idée. Donc là, du coup, on va chercher à déléguer montage et miniature. Les monteurs, vous pouvez globalement les trouver sur LinkedIn, sur Instagram, vous pouvez en trouver à plein d'endroits. Une bonne pratique là, c'est justement de faire une petite, si vraiment vous voulez vous chauffer, enfin c'est vraiment le top, hein, mais c'est de trouver votre monteur, de le former et puis de rester avec lui sur la durée. Et donc là, vous pouvez faire une petite annonce en mode OK, je recrute un monteur, etc., avec un Google Form où les monteurs vont devoir répondre à quelques questions sur pourquoi ils sont motivés pour travailler avec vous et tout machin. Et là, vous allez même pouvoir faire une petite deuxième étape avec 2-3 études de cas en mode bah, est-ce que tu peux me pré-monter cette vidéo de 30 secondes, faire tel test, juste pour voir ce que les gens vous rendent. Les critères à vérifier, ça va être OK, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe dans les sous-titres, est-ce qu'il est organisé ou pas, est-ce qu'il livre à l'heure, et est-ce que c'est quali ce qu'il fait. Bah, vous pouvez faire 3 petits tests qui envoient ça, et du coup ça va vous permettre d'avoir déjà un premier écrémage sur vos monteurs, et puis de les rencontrer en visio, et puis voir avec qui vous voulez bosser. Media Maker, vous pouvez les trouver sur Twitter par exemple. Et nous, on a en fait une banque de profils pour nos clients qu'on peut recommander, ou alors on peut former les prestataires de nos clients aussi parfois. Donc encore une fois, si vous voulez de l'aide sur tout ça, prenez un call et on verra si on peut vous aider. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, comment ces 3 étapes résonnent en vous? Souvenez-vous, dans quel cas de figure vous vous situiez? Est-ce que vous étiez quelqu'un qui a besoin des informations pour se lancer? Quelqu'un qui avait déjà les informations mais qui avait besoin qu'on lui répète et qui avait besoin d'un petit coup de boost? Ou quelqu'un qui savait déjà comment faire mais qui avait besoin d'une checklist? Quelle était votre intention en regardant cette vidéo? Comment est-ce que cette vidéo, c'est pas juste une vidéo que vous avez regardée en mangeant des pâtes, mais c'est quelque chose qui va vraiment mener à du passage à l'action et à des résultats pour vous? Parce que tout ça, c'est bien beau, hein, tout ce qu'on a dit, mais sans action, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de résultat. Par contre, si vous n'appliquez ne serait-ce qu'un des points qu'on a traités aujourd'hui et que ça vous fait ne serait-ce qu'avoir un client de plus, bah vous aurez gagné votre temps pendant cette heure qu'on vient de passer ensemble. Donc voilà, YouTube, c'est quand même un endroit merveilleux qui nous donne le pouvoir de toucher des milliers de personnes, de passer nos idées, de trouver des clients sans payer 1 euro. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même assez excellent. Donc maintenant, c'est à nous de mettre en action et de mettre en place toutes ces choses-là pour vraiment en tirer parti. Et si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je suis sûr que vous faites partie de ceux qui le feront. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao!